Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique, une actualité africaine marquée ce soir par des élections présidentielles dans plusieurs pays. Le pouvoir serre la vis en Ouganda alors que l'élection présidentielle s'y poursuit. Les forces de sécurité ont une nouvelle fois arrêté l'opposant historique au président. Reportage à venir de notre envoyé spécial. J-2 avant l'élection présidentielle au Niger, le chef de l'État Mahamadou Issoufou brigue un nouveau mandat. Les électeurs, quant à eux, se pressent toujours pour récupérer leur carte électorale. C'était le dernier jour aujourd'hui. Et puis la détresse des éleveurs marocains face à la sécheresse. On en parlera avec nos correspondants qui se sont rendus dans l'une des plus grandes régions agricoles du royaume. Le président ougandais peut espérer un 5e mandat consécutif. C'est ce que laissent apparaître des résultats partiels du premier tour de l'élection présidentielle. Des résultats encore tout à fait provisoires, il faut le souligner, puisque le vote s'est poursuivi ce vendredi, il n'est pas fini. 2 districts dits favorables à l'opposition se rendaient aux urnes. Et pendant ce temps, les forces de sécurité ont violemment pris à partie l'un des partis d'opposition dont le président Kizza Besigye a été une nouvelle fois arrêté. Notre envoyé spécial Duncan Woodside était sur place. Le récit avec Laurent Berstecher. Ce matin, au quartier général du FDC, le Forum pour le changement démocratique, l'ambiance est à la fête. Mais alors que le principal parti d'opposition prépare sa conférence de presse, la police fait irruption et encercle le bâtiment. Je viens d'arriver et d'apporter des formulaires car nous essayons de compter nos résultats et je suis tombé sur la police. Nous n'avons pas de problème. Nous essayons juste de compter les résultats. Mais maintenant, nous n'avons plus accès à nos bureaux. Les partisans du FDC essayent de bloquer l'entrée et la tension monte. Après 1 heure de face-à-face, les forces de l'ordre se mettent à tirer des gaz lacrymogènes. Très vite, le leader du parti, Kizza Besigye, et certains de ses collègues sont arrêtés. Les forces de l'ordre se mettent ensuite à patrouiller le quartier, dispersant les foules à coups de grenades assourdissantes et de balles en caoutchouc. Plusieurs jeunes sont arrêtés. Même la clinique locale n'est pas épargnée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils viennent de tirer des gaz lacrymogènes dans le centre médical. D'après les médias ougandais, le FDC s'apprêtait à dévoiler ses propres résultats à l'élection présidentielle. Des résultats qui allaient à l'encontre des chiffres officiels. Élection présidentielle également au Niger. La campagne du président a été marquée par les thèmes du terrorisme et de la corruption. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, espère l'emporter dès le premier tour. Verdict dans les urnes dimanche. Les électeurs, quant à eux, avaient jusqu'à aujourd'hui pour récupérer leur carte électorale. Reportage de nos envoyés spéciaux à Niamey, Nicolas Germain et Sarah Sako. C'est le dernier jour pour retirer sa carte d'électeur. Oui, demandez à Aïchatou Maïgari. Comme ça, je vais remettre la carte à votre enfant. Installée devant le domicile du chef de quartier, cette équipe de la commission électorale rappelle à l'ordre les retardataires. Je ne peux pas appeler 4000 personnes aujourd'hui, mais je vais faire de mon mieux parce qu'il y a d'autres, ils ne savent même pas là où on les a recensés. Les avis sont partagés sur le déroulement de l'opération. Dès que tu regardes, tu as ta carte. Tu vois ton numéro, comme c'est par ordre alphabétique. Il n'y a pas de problème. Tu vas trouver, c'est pas facile. C'est fatigant vraiment. Mais ce qui fait vraiment polémique, c'est que plus d'1 million d'électeurs sans carte d'identité pourront voter. Une ancienne mesure réintroduite par la commission électorale car les appareils biométriques n'étaient pas prêts. Ces gens-là ont été recensés par témoignage. Donc, maintenant, au moment du vote, ça veut dire que s'ils veulent voter, il faut qu'il y ait 2 témoins. Une disposition qui incite à la fraude selon l'opposition. Alors à quelques heures du vote, chacun mobilise ses troupes. Il existe une tradition ici au Niger, les candidats à la présidentielle affrètent des camions pour que leurs électeurs de province se rendent dans leur circonscription d'origine et votent. Ce camion derrière moi s'apprête à partir à 350 km de Niamey, ce qui représente près de 7 heures de trajet pour que ces jeunes hommes puissent accomplir leur devoir électoral dimanche.
Au Congo, à présent, le président Denis Sassou Nguesso officialise sa candidature à l'élection présidentielle du mois prochain. Une annonce sans suspense, puisque le chef de l'État avait déjà été investi candidat le mois dernier par le parti au pouvoir. Et au même moment, l'un de ses rivaux est convoqué par les services de sécurité. Le général Jean-Michel Mokoko est mis en cause depuis quelques jours dans une apparente tentative de coup d'État. Une vidéo circule depuis une semaine dans laquelle le général se dit prêt à prendre le pouvoir. Le parti de Jean-Michel Mokoko affirme qu'il s'agit d'une manipulation grossière et le général prévient qu'il n'a pas l'intention de répondre à cette convocation. Face aux sollicitations pressantes. Une autre élection présidentielle se profile au Bénin cette fois-ci. La campagne officielle a démarré aujourd'hui en vue du vote qui se tiendra le 6 mars. Il marquera un changement pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest puisque le président Boni Yehi ne se représente pas. Emmanuel Sodji est à Cotonou. Un démarrage de la campagne plutôt timide à Cotonou, dans la plus grande ville du pays. Les affiches des principaux candidats ont commencé à fleurir et quelques caravanes qui circulent. Pas plus pour l'instant, il faudra attendre demain pour le véritable lancement. Alors à 15 jours du premier tour de la présidentielle, encore beaucoup de cafouillage dans la préparation du scrutin. Un tiers seulement des Béninois a eu sa nouvelle carte d'électeur. Pas sûr que toutes les cartes soient distribuées à la veille du premier tour. La Cour constitutionnelle a déjà prévenu, les Béninois pourront utiliser leurs anciennes cartes, une décision qui suscite des protestations, et notamment dans la coalition contre le camp de l'Alliance présidentielle. Cette coalition formée de 15 candidats craint que cela ne favorise la fraude. 33 candidats sont sur les lignes de départ, parmi eux des anciens proches du président sortant, comme l'ancien ministre Pascal Koupaki ou le financier Abdoulaye Biotchane, le dauphin du président, le franco-béninois Lionel Zinsou, et puis aussi deux hommes d'affaires plus habitués à financer les élections, Sébastien Javon et Patrice Talon. Le Cameroun endeuillé par un double attentat suicide aujourd'hui. 24 personnes ont été tuées. Une attaque perpétrée une nouvelle fois dans la région de l'extrême nord. C'est la 6e depuis le début de l'année. 2 femmes kamikazes se sont fait exploser sur le marché de Mémé. Boko Haram, qui est désormais la branche nigériane du groupe État islamique, lance régulièrement des attaques dans cette partie du pays. Le groupe État islamique, par ailleurs attaqué dans l'un de ses fiefs. Le Pentagone pense avoir éliminé un cadre de l'organisation djihadiste, Nordine Chouchan, responsable de 2 attaques en Tunisie l'année dernière, celle contre le musée du Bardo et contre un hôtel de Sousse. L'aviation américaine a bombardé un camp d'entraînement, une maison située à Sabrata, à 70 km à l'ouest de Tripoli. Et alors que les Américains mènent des raids en Libye, les Français, eux, sont toujours mobilisés contre les réseaux terroristes dans le Sahel. Le Premier ministre, Manuel Valls, a passé en revue les soldats de l'opération Barkhane. C'était aujourd'hui à Gao, la grande ville du Nord Mali. La France, précisément, ses armées, combattent et combattront toujours les ennemis de la liberté, s'opposeront toujours à ceux qui veulent s'en prendre à nos valeurs et à l'humanité. Valeurs et humanité que nous partageons avec le Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta m'a remercié, nous a remercié une nouvelle fois pour l'engagement de la France. Et ces remerciements qui sont ceux également des autorités locales, c'est à vous en premier lieu qu'ils sont adressés. Un geste de bonne volonté de la part du gouvernement burundais. 2 médias privés ont été autorisés à reprendre leur activité aujourd'hui. La radio Isanganiro et la radio-télévision Rema. Elles avaient été contraintes de fermer l'antenne il y a presque un an après le putsch avorté contre le président Pierre Nkurunziza. Et certains médias avaient alors été pris pour cible. De nombreux journalistes avaient dû fuir le pays. Et enfin, le Maroc face à la sécheresse. Il pleut moitié moins cette année que l'année dernière. C'est tout le secteur agricole, capital pour l'économie du royaume, qui s'en trouve fragilisé. Au marché de Setat, les éleveurs sont obligés de vendre à perte. Tout de suite, le reportage de nos correspondants Sarah Doublier, Jean-Marie Lemaire. Petit matin, au souk hebdomadaire de Setat, l'une des grandes régions agricoles du Maroc. Hamoutaki est à la tête des coopératives des éleveurs bovins de la zone. Ici, on vend le bétail à prix cassé. Avec cette année de sécheresse, les gens ont même du mal à se nourrir eux-mêmes et à nourrir leur bétail. Donc la solution est de vendre le bétail, quitte à le vendre à perte ou à prix très bas au souk. La flambée du prix du fourrage, qui a doublé en 4 mois, entraîne une surabondance de l'offre en bétail.
Certains éleveurs ont même divisé par 10 leur prix de vente. S'ils ne baissent pas le prix du fourrage, ça va être une véritable catastrophe. Pour faire face à cette sécheresse inédite, l'équivalent de 400 millions d'euros ont été annoncés pour venir en aide aux exploitants. Mais pour la plupart, l'absence de pluie des derniers mois est irréparable. Il n'a pas plu et le bétail a souffert, tout comme les éleveurs. On n'arrive plus à s'en sortir avec ma famille. Les bêtes, c'est vraiment difficile. La vie est vraiment dure. Le fourrage est cher et le pâturage, qui d'habitude est présent en abondance et permettait de compléter l'alimentation, n'existe pas du tout cette année. La sécheresse au Maroc devrait durement impacter l'économie du pays. Selon les prévisions, le taux de croissance de cette année pourrait être divisé par 2. Nous sommes dans un pays où l'agriculture pluviale, l'agriculture familiale, la toute petite agriculture vivrière, qui vit précisément des céréales et de l'élevage. Cette agriculture-là va pâtir, souffrir considérablement de cette sécheresse. Les conséquences sociales de la plus importante sécheresse qu'ait connue le Maroc en 10 ans sont déjà perceptibles en zone rurale. En attendant la mise en place du plan d'urgence promis par le gouvernement, les éleveurs attendent l'arrivée de la pluie. Dernier espoir pour tenter de sauver la campagne agricole. Et voilà pour le Journal de l'Afrique. Tout de suite un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24. Le Reporter. On parle beaucoup des jeunes qui font le djihad en Irak et en Syrie. On parle beaucoup moins de ceux qui ont déserté l'organisation État islamique. De la Turquie à la Tunisie, France 24 a pu rencontrer certains d'entre eux. Combattants, informateurs, jeunes recrues, anciens officiers, ces ex-djihadistes repentis reviennent sur leur parcours. Ils nous livrent des témoignages rares de ce qu'ils ont vécu. Autant d'histoires pour comprendre de l'intérieur l'organisation État islamique. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.